Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Moment Culte et la folie ne doit pas s'immiscer parce que juste avant, je viens de me tromper sur le nom du podcast. Je parlais de l'ancienne appellation. Comment ça va-t-il? Ça va très bien, ça va très bien. Content de te retrouver. Et alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur le thème de la folie. Comme d'habitude, on a 10 œuvres de sélectionner et puis on va voir si on improvise au-delà, où ça va nous mener, s'il y aura peut-être un petit coup de folie pendant le podcast. Et pour commencer, je souhaiterais parler d'un film qui est sorti tout dernièrement. C'est A House of Dynamite, Catherine Bigelow. Donc, je pense que le titre en français pourrait sûrement être Une maison de dynamite ou La maison de dynamite. Et ici, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui. C'est une production Netflix et ce film vient clore une trilogie qui est assez surprenante. Elle est centrée sur le monde militaire et sur pas mal d'enjeux de guerre. Moi, je connaissais la réalisatrice pour avoir notamment fait Hurt Locker, donc c'est un film sur le déminage, et puis Zero Dark Thirty, qui est sur la traque de Ben Laden. Et House of Dynamite, qui sort un petit peu de manière inattendue, donc je n'étais pas au courant de sa mise en production, vient clôturer cette trilogie sur les films militaires et de guerre. De quoi s'agit-il avec ces films? On va se concentrer sur quelque chose d'extrêmement sérieux, c'est la question nucléaire. Le film démarre avec une matinée assez banale. On va être la plupart du temps à Washington, D.C. On suit des officiels américains qui commencent leur journée de manière assez tranquille jusqu'à ce qu'une alerte tombe. Donc, il apparaîtrait qu'un missile balistique aurait été tiré depuis une zone du Pacifique oriental. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient exactement. Serait-ce la mer de Corée, la mer de Chine, la mer du Japon? Les systèmes de contrôle, malheureusement, ont raté ce lancement et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à découvrir que les centres de commandement et de contrôle vont commencer à se coordonner, vont recalculer l'évolution et l'avancée de ce missile jusqu'au moment fatidique, quelques minutes plus tard, la nouvelle va tomber, ce missile se dirigerait vers les États-Unis. Il est impossible de comprendre vraiment ce qui se passe. Les agences vont se contredire, il y a une tension qui va monter. On décide de contacter le secrétaire à la Défense, donc plus ou moins le ministre de la Défense aux États-Unis, et après quelques estimations supplémentaires, donc il faut imaginer tous les systèmes de calcul tournent avec des analystes qui vont voir et revoir ces estimations, on obtient finalement une liste des villes avec la probabilité des impacts. Et Chicago va ressortir avec un taux de probabilité qui tourne autour des 2 ou 5%. Là, on va voir tout d'un coup qu'il y a un moment de flottement. Le ministre de la Défense se rend compte que Chicago, c'est la ville où sa fille réside. On commence à discuter aussi de l'impact potentiel. Il y a pas mal de calculs sur le nombre de blessés, de morts. On parle évidemment d'une ogive nucléaire. Étant donné qu'il s'agit d'un missile balistique, la probabilité que ce soit nucléaire est assez élevée, elle presque tombe sous le sens. On attend encore quelques minutes parce qu'il faut bien comprendre que le film commence avec une sorte de compte à rebours. On parle 30 minutes. Donc, on se rend compte qu'on a une fenêtre de 30 minutes avant l'impact et après quelques minutes supplémentaires, les calculs s'affinent de plus en plus et il devient de plus en plus probable que Chicago soit la cible réelle et finale de ce missile. Il faut un moment pour digérer l'information à tout niveau de pouvoir et on décide à ce moment-là d'appeler le président des États-Unis qui lui-même est en déplacement lors d'une visite dans une école. Il rejoint par visioconférence. C'est là qu'on va voir les différents protagonistes de l'histoire vont être en visioconférence, un peu comme sur Teams, sur Skype ou autre. Il va devoir prendre cet appel de sa voiture, puis il va devoir intervenir et être interrompu pendant sa démonstration. Il fait le tour d'une école où il va discuter de l'importance du sport, du travail d'équipe, des choses comme ça. Il va devoir remercier la salle et quitter en urgence pour monter dans un avion et quitter la terre ferme, étant donné que l'impact semble de plus en plus proche et le risque d'impact et même de dommages est de plus en plus élevé. Et on le met face à un choix. Faut-il répliquer? Et si oui, quels sont les risques que faut-il considérer? Il va devoir réfléchir sur cette riposte, le potentiel en réaction en chaîne qui pourrait suivre. Donc, on pense à toutes les puissances nucléaires. Évidemment, il y a
la France, l'Angleterre, la Chine, la Corée du Nord. Certains sont alliés, certains sont ennemis, d'autres sont un petit peu entre les deux. On imagine l'engrenage d'une réponse que ça pourrait provoquer. Donc cette pression, elle est immense. Ça, c'est pour les prémices de l'histoire. Et alors, bien comprendre l'intérêt du film, c'est qu'on va suivre 3 versions d'une même histoire. Donc, l'intérêt, c'est que cela commence d'abord sous le premier angle des centres de contrôle et les centres balistiques. Il y a une deuxième partie du film que l'on va vivre d'un point de vue différent, mais en entendant les mêmes répliques, mais de l'autre côté, à chaque fois, de la visioconférence. Donc, on va découvrir le secrétaire à la Défense et son équipe, sa journée idéale, jusqu'à ce qu'arrive cette alerte. Et la troisième partie est centrée sur le président, qui est incarné par Idriss Elba, son quotidien, sa visite officielle, etc. Donc, à chaque fois, on retrouve des bribes de dialogue que l'on a déjà entendu au téléphone via la vidéoconférence, et puis on découvre d'autres éléments de réflexion, de stress, décisions qui sont prises sur le moment, la décision par exemple d'appeler ses proches, de ne pas suivre le protocole et d'aller récupérer son téléphone personnel en dehors de la salle d'opération, d'essayer de prévenir les proches, les mettre à l'abri, de faire tout ce que l'on peut, étant donné que l'on n'a que 20-25 minutes. Et ce découpage en 3 parties est intéressant, étant donné qu'il nous donne chaque fois plus de profondeur sur ce que l'on sait déjà. Donc, on apprend petit à petit un peu plus sur les enjeux et sur ce qu'il se passe. Et déjà, pour commencer, je dirais que c'était une approche que j'ai trouvée assez intéressante, de voir cela sous 3 parties. Quel est le lien avec la folie? Donc, il est plutôt dans le titre. Si on parle d'une maison faite de dynamite, ça prend tout son sens. La Terre en elle-même, étant donné le nombre d'ogives nucléaires, missiles balistiques qui existent, nous donne l'impression de vivre dans une maison faite de dynamite où il ne suffit que d'une explosion d'un côté pour que tout s'embrase, une seule étincelle, si on peut dire. Et donc, pour moi, c'est le lien que j'ai fait avec la folie. C'est un film qui garde un certain niveau de tension sans forcément rentrer dans le sensationnalisme, avec aussi un casting très solide. Donc il y a Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jason Clarke, Tracy Letts, des acteurs que j'ai reconnus assez rapidement. Et c'est une belle réussite. Pour moi, certains pourraient être peut-être un peu frustrés par la fin. Donc ça Oui, dépend parce que peut-être des goûts. c'est ce que j'ai Oui, lu, effectivement. Bon, j'ai pas vu le film. Effectivement, dans certaines critiques, on pointait à une fin trop ouverte. Je confirme. oui, je confirme. Est-ce que c'est pour des raisons psychologiques, budgétaires ou autres? Moi, j'ai apprécié que ça se fasse de cette manière-là. Ok. Et j'étais surpris parce que je regardais un peu Catherine Bigelow. Je savais qu'elle avait 73 ans. J'étais très surpris Non. parce que moi je la connaissais pas depuis. Enfin, moi je l'ai découverte avec des mineurs en fait. Donc The Hurt Locker, je pense. C'est comme ça que tu t'en parlais. Donc, Oui. c'est sorti en 2009. Avant je ne connaissais pas. Apparemment elle a quand même sorti d'autres films avant, mais bon, je dois reconnaître que c'est à ce moment-là que je l'ai découverte. Et voilà, donc elle était déjà entre guillemets plus toute jeune. Je vais peut-être répéter ce qui a déjà été dit sur elle du coup, sans doute à l'époque, mais inattendu. On n'attend pas sans être Misogyne. voilà, c'est ça, Oui. merci. On n'attend pas spécialement d'une femme des films d'action, et on a tort en soi, parce que pourquoi pas. Mais donc c'est d'autant plus surprenant que donc, non seulement une femme, et en plus une femme qui a quand même déjà un certain âge, parce que j'imagine quand même quand tu réalises un film comme ça demande quand même une certaine énergie, je pense, sur un plateau, des choses comme ça, pour garder une certaine tension. Voilà, ça me surprend toujours, et ça force toujours le respect, je trouve. Voilà. Oui, et alors je dois admettre, je connaissais Hurt Locker, donc le démineur. Je ne connaissais pas la réalisatrice derrière. Je ne savais pas que c'était une réalisatrice d'ailleurs. Un niveau de surprise, mais film très réussi. Donc ça me donne en fait envie de voir les 2 autres de la trilogie. Ouais, c'est Ridley Scott en fait dont je parlais en fait, parce que Ridley D'accord. Scott qui a aussi quel âge il a Ridley Scott? Il a 87 ans et il continue à faire aussi des énormes productions quoi. Voilà. Oui, et alors pour rester peut-être dans le domaine de la violence armée, je sais qu'il y a Le Fou de Bergerac. Oui, Ce on est que- quand même dans quelque chose, un univers assez différent. Donc pour moi, c'est l'occasion de ressortir, entre guillemets, un Simenon, donc un Maigret. Pour moi, c'est ma référence en fait en roman policier. J'en lis toujours quelques-uns chaque année. C'est un peu comme un petit plaisir. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que t'as toujours en fait, ça va à l'essentiel. Ça tient toujours en 180 pages ou à peu près. Tout est dit. Je dis ça parce que ces derniers temps, j'ai parfois été déçu par des romans qui se veulent policiers, qui s'étendent sur 400 ou 500 pages de manière tout à fait inutile. Mais là, non, on est vraiment à l'essentiel. Et c'est vraiment toujours
côté roman d'atmosphère, sentir un peu certains milieux sociaux. Et voilà, donc ça, je trouve que c'est toujours très très bien mené. Et en même temps, donc en tout, il y en a 75 des Maigret. C'est jamais exactement la même chose. Il y a toujours une petite particularité. Et donc dans le Fou de Bergerac ici, on va voir quelle est cette particularité. Donc ici, le roman a été écrit il est paru en 1932. Donc on est plutôt dans les premiers Maigret. Et ça se situe non pas à Paris, donc ça c'est la première particularité, mais à Bergerac. Donc en fait, Maigret prend le train depuis Paris direction la Dordogne. Ben, en fait, c'est l'occasion de passer, il n'y a pas trop de boulot en fait à ce moment-là à Paris, et donc ben, il devait faire un petit crochet à Bordeaux pour aller consulter des archives, et en même temps il passerait bien chez un commissaire, un ancien commissaire de police qui est retraité, et donc voilà, il prend le train de nuit en fait, et dans son compartiment il se retrouve avec un homme qui s'agite beaucoup dans son lit, voilà, qui empêche un peu Maigret de dormir, et puis à un moment, en pleine nuit justement, en plus ils ne parlent pas, ils n'ont même pas l'occasion d'échanger un mot, cet homme sort de son lit, alors que le train ralentit, il le quitte, quoi, il s'enfuit sans que le train soit à l'arrêt, on n'est pas à un arrêt du tout, alors, donc il saute du train, et Maigret le suit, en fait, parce qu'il est très très intrigué par ça. Mal lui en prend puisqu'il se fait tirer dessus et donc est blessé. Alors là, forcément, bon, à un moment, il s'évanouit et il se retrouve finalement dans une chambre, et donc il va en fait rester bloqué dans une chambre comme ça d'un hôtel de Bergerac et mener toute une enquête depuis cette chambre. Parce qu'en même temps que lui, alors qu'on lui a tiré dessus, se promène, on va dire, le fou de Bergerac, qui a donné son titre au roman, un homme qui agresse des femmes, les étrangle et leur plante une aiguille dans le cœur. Donc vraiment quelque chose de très 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 étrange. Et alors ici c'est un peu le commissaire de Paris qui débarque comme ça et sans titre officiel puisqu'il n'est pas du tout, il n'a pas été mandaté. Les entre guillemets notables locaux ne voient pas ça d'un très bon œil et donc il a l'impression de faire face vraiment à une coalition entre le commissaire de police local, le procureur, le médecin qui s'occupe de lui et qui vient repenser sa blessure tous les jours. Et voilà, personne n'aime qu'il vienne fourrer son nez dans tout ça, ce qui forcément attire son attention. Et voilà, et toute l'enquête, ça c'est vraiment la particularité, ça pourrait presque être adapté dans une pièce de théâtre finalement, parce que toute l'enquête se mène depuis sa chambre d'hôtel, où il fait venir toutes les personnes qu'il a envie de voir venir, il les appelle, etc., et eux viennent. Sa femme, qui est en Alsace, eh ben, il la rappelle, et elle va être presque jouer un peu son assistante. Donc ça, c'est aussi quelque chose de particulier. Au-delà du fait que tout est mené depuis une chambre d'hôtel, eh bien, Madame Maigret va jouer un rôle dans cette histoire parce qu'elle-même va appeler certaines personnes. Lui, comme il ne peut pas se déplacer, étant blessé, va l'envoyer à certains endroits. Il dit, ah ben, va un peu observer telle maison-là parce que lui, forcément, il se fait une idée des gens qu'il voit et il veut absolument se dire, est-ce que c'est vraiment dans ce genre de maison, ce genre de quartier que cette personne habite? Est-ce que cette personne-là vraiment est restée chez elle, reste chez elle ou est-ce qu'elle a tendance à sortir? Eh ben, toutes ces questions-là, il va pouvoir y répondre grâce à sa femme, voilà, qui l'emploie vraiment pour les besoins de son enquête. Sa femme qui parfois en a presque froid dans le dos parce qu'elle se rend un peu compte aussi de ce que c'est que de mener une enquête criminelle. Alors, donc, évidemment, on sent ici, bah oui, le thème de la folie, ça semble assez évident, puisque forcément, on a cette espèce de fou qui se balade comme ça dans Bergerac, qui agresse des femmes. Voilà, est-ce que c'est vraiment un fou? Parce que c'est un peu comme ça que la presse, ou en tout cas la population, les habitants l'ont appelé, mais voilà, qu'est-ce qui motive cette personne? Voilà, est-ce vraiment un fou? Ça, c'est forcément une des questions auxquelles il faut répondre. Mais je dirais qu'il y a quand même une deuxième dimension aussi de folie, puisque Maigret lui-même, en fait, des suites de sa blessure, est un peu vacillant, fiévreux au début, et donc, surtout au début du roman, en fait, est pris presque d'hallucination parce qu'il ne sait plus trop où se situe le rêve et la réalité à cause de la fièvre, justement, et il n'est pas tout à fait dans son état normal. Je veux dire on peut ajouter aussi à cela le fait que souvent, dans ses enquêtes, il y a toujours un moment où il est de très mauvaise humeur, il est bourru, et là, il est très enjoué, très provocateur avec les notables qui qui l'appellent, le procureur, comme la police, le médecin. Donc, vraiment, il leur lance comme ça des pics, ce à quoi on n'est pas habitué dans sa façon de tenir des enquêtes. Donc en cela, c'est comme je disais en tout début de présentation de ce livre, il y a toujours quelque chose de particulier dans un Maigret. Et ici, ben voilà, on a quand même ça, c'est les particularités de celui-ci. Et voilà, je pense qu'il y a des bons, on n'est jamais, de toute façon, c'est toujours bon. Hein. On a un niveau de qualité, je trouve, qui est toujours là dans un Maigret chez Simenon. Mais ici, ça fait partie clairement moi d'un de mes préférés. Je ne les ai pas encore tous lus. On s'en approche tout doucement. Ça fait partie d'un de mes préférés en tout cas. D'accord, je vais justement te demander, il t'en manque combien? C'est une bonne question, mais je pense que j'en ai au moins lu une cinquantaine maintenant. Donc, mais c'est pas grave. Ici, tu vois, pour les besoins de l'épisode, je l'ai relu et je ne me souvenais
plus trop en fait, hein, donc c'est pas très grave de les relire. Donc je pense que je pourrais toujours en lire 3-4 par an sans avoir l'impression de repasser dedans, ce sera pas un souci. Et tu dirais que c'est la première fois qu'il se fait aider? J'ai mémoire d'un autre où il était aussi un peu bloqué comme ça dans une chambre. En tout cas, que sa femme joue un rôle comme ça, je pense que c'est assez inédit. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose comme ça. D'accord. Ça me semble assez familier comme événement de voir un policier se faire aider par un membre de sa famille ou même par sa femme. Est-ce que Columbo ne se discutait pas des affaires avec sa femme qu'on n'a jamais vu, je pense, Ah, mais on ne la voit jamais en tout cas, mais il la cite toujours. ouais, ouais. Ça oui. Comme si c'était à chaque fois discuté le soir. Et alors, pour le suivant, pour changer un petit peu, parlons de Jaunt. C'est une histoire de science-fiction écrite par Stephen King au début des années 80. Et on va suivre ici un scientifique. On ne sait pas vraiment s'il est brillant ou juste bricoleur du dimanche. Je ne me souviens plus trop de son appellation. Et il va commencer à faire des tests de téléportation dans une grange. Il installe deux portails et au début, il va s'amuser à mettre tout en place et puis à lancer des objets d'un côté pour les voir réapparaître de l'autre. Quelle ne fut sa surprise de voir que cela fonctionne bel et bien. Il commence ensuite à rêver plus grand et il va tester sur des souris. Il les fait passer peut-être la première, puis dans l'autre sens et là, c'est vraiment l'horreur parce qu'il les retrouve extrêmement vieillies, mortes mais vieillies également. Il ne comprend pas vraiment la raison étant donné que ce transfert purement physique ne dure que l'espace d'une seconde. Que s'est-il passé? Il va donc faire un dernier test qui est d'anesthésier une des souris et de la faire passer de l'autre côté. À sa grande surprise, elle se réveille normalement et elle n'a pas l'air d'avoir ni souffert ni vieilli. Il se rend compte que le fait d'avoir éteint cette conscience, de l'avoir mise en veille pendant quelque temps, pourrait être la raison que pourrait permettre aux hommes de voyager en utilisant ces portails dans le futur. Donc justement, en parlant du futur, on va faire un saut dans le futur et on retrouve une famille de 4 personnes qui s'apprêtent à voyager pour la toute première fois à travers ce système de portails. Ce sont des portails qui ont été installés un peu partout dans le monde, à travers la galaxie même, si je ne me trompe pas, permettant de passer d'une planète à l'autre presque de manière immédiate. Dans la salle d'attente, on va voir que des équipes spécialisées vont passer de groupe en groupe pour endormir chaque groupe de voyageurs pour que ce passage se fasse sans problème. Et pendant qu'ils attendent, la famille en question, donc de 4 personnes, avec le père, un garçon, une fille et sa femme, le père va commencer à raconter à ses enfants l'histoire de cette invention et surtout le pourquoi. Pourquoi endort-on toujours les voyageurs avant ces transferts par portail? Et il explique en fait que n'importe quel être vivant souffrirait terriblement en passant de manière consciente à travers le portail. Parce que d'un point de vue physique, le corps se déplace presque à la vitesse de la lumière, mais le trajet ne prenant en fait qu'1 ou 2 secondes, mais la conscience en elle-même suit un tout autre rythme. Pour l'esprit, ce voyage dure en fait une éternité, c'est-à-dire des centaines, des milliers, peut-être même des millions d'années, une éternité de vide. Il faut bien imaginer l'esprit n'ayant pas accès au corps, qui devrait ressasser encore et encore les mêmes choses, un temps si long, sans aucun stimulus, sans rien à voir, ni à sentir, que tel que n'importe quel être humain deviendrait fou. Donc c'est la raison pour laquelle, avant chaque saut, on anesthésie absolument tout le monde, pour éviter que cette conscience ne reste éveillée et ne mène à la folie par la suite. Et bien sûr, comme on est chez Stephen King, on comprend vite que ça ne va pas bien se passer pour tout le monde. Les membres de la famille s'endorment, voyagent, mais à l'arrivée, quelque chose tourne très mal. Je ne vais pas vous raconter parce que cette nouvelle ne fait qu'une trentaine de pages, donc ça vaut le coup de bloquer une demi-heure, 1 heure pour la passer en vue, mais elle mérite d'être lue, étant donné cette idée principale qui est sur la conscience de la personne lors de trajets à la vitesse de la lumière avec ses portails. La nouvelle termine donc sur cette note assez glaçante. Et alors, pourquoi la folie? Eh bien, évidemment, il faudra comprendre ce qu'il s'est passé et découvrir la folie de ce jeune garçon pour clarifier un peu cette histoire-là. Si j'observe que, comme d'habitude, en fait, tu profites du thème pour parler un peu de science-fiction. Ah oui, je suis parvenu à le placer. C'est l'équivalent mensuel de penser à l'Empire romain. Tu te souviens, on en avait parlé. Les hommes en particulier y pensent toutes les semaines. Oui. Et ici, pour moi, avec le podcast, je dois placer une œuvre de science-fiction à chaque épisode. Donc c'est réussi. J'espère que c'est validé. Mais ça reste
extrêmement court, donc si tu tombais dessus par hasard, c'est l'équivalent d'un café et puis c'est fait. Oui, je me demandais en fait, apparemment, je disais que ça fait partie d'un recueil plus global de nouvelles. Toi, tu l'as lu indépendamment des autres Pour ou pas? l'instant, oui, pour l'instant, je n'ai lu que celle-là. Et alors, donc ça, c'était plutôt sous-catégorie la folie et la science. Tu sais que tu voulais parler de quelque chose assez similaire avec la science, le milieu médical et policier même. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, en fait, finalement, je me rends compte, oui, je parle encore d'une œuvre policière, finalement. C'est pas fait exprès, mais pour le coup, il est vraiment question de folie ici. Et donc, il s'agit d'une série de téléfilms, on va dire, qui s'appelle Les Carnets de Max Lieberman. C'est une série BBC. Le titre anglais, c'est Vienna Blood. Et donc, à ce jour, il me semble pas avoir lu que c'était terminé. Donc, je sais pas si on va encore produire d'autres épisodes. Et pour le moment, il y a 4 saisons et en tout 11 épisodes. Et donc, c'est un format téléfilm, hein, donc de 90 minutes, avec une certaine qualité BBC. On va le voir parce que, en fait, ici, on est vraiment au début du XXe siècle. Mais comme le titre anglais l'indique, Vienna Blood, ben, à Vienne. Et on sait donc que ça à chaque fois une enquête policière différente, mais assez indépendante les unes des autres. Et on suit un policier, détective de police, hein, qui s'appelle Oscar Reinhardt, qui est quelqu'un d'assez pragmatique, très très terre à terre, qui enquête. Et il se fait accompagner dans ses enquêtes justement par presque une sorte de consultant avant l'heure, hein, parce que c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui dans les séries. Et là, c'est voilà, un homme qui s'appelle Max Lieberman, qui a donné son titre français à la série, qui lui en fait est un médecin encore un peu, je pense pas qu'il soit complètement diplômé parce il fait encore en tout cas il fait encore des recherches, ça c'est sûr, et disciple de Sigmund Freud. Donc ça c'est vraiment la particularité. Et il va toujours apporter en fait aux enquêtes un angle d'analyse psychologique et pas seulement en fait du tueur qu'on recherche. Hein. Donc si la personne qui a tué forcément n'est pas forcément quelqu'un de fou, c'est pas spécialement ça. C'est aussi le passé psychologique des victimes. Donc pourquoi ce sont ces victimes-là qui ont été choisies? Ben voilà, il y a aussi tout un contexte psychologique peut-être à aller voir là-dedans. Max Lieberman va apporter à ces enquêtes, c'est des prémices, on va dire, de la psychanalyse en fait. Parce qu'on voit, donc en dehors de l'enquête qui est menée avec le détective Oscar Reinhardt, on le voit justement commencer des analyses de ce type. Et comme on est vraiment dans les débuts, on voit que ben, c'est pas toujours très très bien apprécié par le monde policier, ça c'est sûr, mais même par le monde médical. Il doit un peu se faire une place à ce moment-là. Ce qui est vraiment intéressant dans la série aussi, c'est que comme on est au début du XXe siècle et que Max Lieberman est juif, ben, on commence à voir les prémices aussi de l'antisémitisme en fait au début des années 1900 en Autriche. Que Max Lieberman il est issu de la bourgeoisie juive. Voilà, donc ça c'est aussi une sorte de sous-thème qu'on retrouve dans la série. Alors c'est extrêmement bien, ben, comme c'est qualité BBC, donc c'est-à-dire que les décors sont magnifiques, la reconstitution est parfaite. Donc ça c'est quelque chose qui est forcément très très agréable à voir. Moi j'apprécie beaucoup l'époque qui est rendue, que le contexte en tout l'antisémitisme, le nationalisme aussi finalement autrichien qu'on retrouve là. Et tout ça, c'est ancré dans son époque. Donc c'est quelque chose qui est, je trouve, très très intéressant aussi. Et donc, au-delà du fait que ce sont des enquêtes évidemment qui sont indépendantes les unes des autres, il y a quand même un petit fil conducteur aussi. Ben, on voit le Max Lieberman, il a une relation avec une femme, puis après qui se distend, etc. Mais bon, donc il y a un certain suivi qui est fait comme ça. Ce qui est plus classique, je dirais, dans cette série, c'est le duo qui enquête, qui repose sur un certain antagonisme. Le flic très terre à terre qui au début ne croit pas trop justement à cette nouvelle façon de voir les choses, cette introduction de la psychologie dans les enquêtes. Alors que bon, aujourd'hui c'est quelque chose qui semble assez... Maintenant qu'on a vu que tout ce qui est profiler, tout ça, voilà, c'est quelque chose qui semble assez naturel. Ben là, on a le début, les prémices. Et donc cet antagoniste, je dirais, entre deux personnes est peut-être plus classique, mais fonctionne très très bien. Voilà, donc, on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire ça reste classique pense, dans la mise en scène, mais c'est de très très bonne qualité. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'époque, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on voit, enfin, Vienne au début du XXe siècle, c'est pas quelque chose qu'on a spécialement l'habitude de voir beaucoup, et c'est bien retranscrit à l'écran, quoi. On a toujours parfois peur des téléfilms, bon, ici c'est un téléfilm BBC, c'est déjà aussi peut-être un autre niveau de qualité, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Très bien, et d'ailleurs, en fait, ça me fait penser à une œuvre très similaire qui pourrait te plaire si Max Dis-moi. Lieberman, c'est Mindhunter. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est une production Netflix, comme souvent. Et ici, de quoi il s'agit, c'est en fait, on est aux alentours de 1977 et un tout petit département prend naissance avec comme mission de se concentrer sur la psychologie criminologique et le profilage criminel au sein du FBI.
Donc, ce sont les tout débuts avec deux agents passionnés qui vont, avec l'aide d'une psychologue, aller en prison et interviewer des tueurs en série extrêmement connus, avec tous ont un peu leurs habitudes loufoques, glaçantes, folles même. Ils vont interviewer, analyser, essayer de passer au-delà de ce dégoût premier pour comprendre, essayer de vraiment rentrer dans leur tête et comprendre la psychologie derrière ces crimes pour pouvoir par la suite en théoriser là-dessus et aider donc les forces de police. Comme tu disais, c'est quelque chose qui au départ ne reçoit pas un support extrêmement grand. Donc si je ne me trompe pas, pendant la première saison, un peu pour les humilier d'ailleurs, on les fait passer à la cave, comme on voit parfois dans certaines séries. On est au premier ou deuxième étage et puis on veut faire de la place pour d'autres équipes et ceux-là sont envoyés à la cave. Ils ne se découragent pas, ils continuent dans leur effort. Et la série n'a eu que 2 saisons. Peut-être qu'il y a eu pas vraiment un suivi de l'audience par après, mais c'était de bonne qualité et très intéressant de voir comme histoire. Avec, je vois, à la production, on a David Fincher et Charlize Theron qui étaient aussi impliqués. Ok, c'est intéressant. Effectivement, il y a un certain parallélisme. Tu souhaitais rester dans le domaine scientifique pour la suite? C'est exact, scientifique avec l'œuvre Frankenstein, cette fois-ci mis à l'écran par Guillermo del Toro. Donc, on connaît Frankenstein d'après l'œuvre de Mary Shelley, mais ici, on va se concentrer sur le dernier film de Guillermo del Toro, d'après donc l'adaptation du récit, qui est sorti au cinéma il y a quelques semaines. C'est également une production Netflix, donc il est sorti par la suite assez rapidement en TV. Et il s'agit donc d'une œuvre assez intéressante parce que elle va tomber dans le registre du conte. Donc on est très loin du film d'horreur avec une atmosphère très particulière. Alors pour commencer, une sorte de cri dans la glace. Donc tout commence dans le Grand Nord. On voit un bateau danois qui est pris dans les glaces. L'équipage tente de le libérer en brisant cette glace gelée, cette surface. Lorsqu'un cri va déchirer le calme, l'équipage va accourir pour aller porter de l'aide à un homme qui est effondré près d'un traîneau. Ils vont le ramener à bord, le soigner et être rapidement attaqué par une forme gigantesque, enveloppée dans une sorte de drap, de vêtements en lambeaux même on pourrait dire. Et c'est en fait cette sorte de montagne. Il s'agit d'un homme qui est doté d'une force inhumaine, qui parvient à résister aux coups de feu, qui va d'un revers de la main se débarrasser des membres de l'équipage, jusqu'à même faire tanguer le bateau en lui-même. Et leur seul salut pour l'équipage, ce sera de trouer la glace et de l'envoyer au fin fond de cette eau glacée. Donc, entre-temps, on a le temps de se reconcentrer sur l'homme que l'on vient de sauver, qui est maintenant dans la cabine du capitaine. Et cet homme reprend conscience et il se présente. Il s'appelle Victor Frankenstein. Et il commence alors à raconter son histoire. Flashback, la première partie, c'est sur sa vie d'enfant, une enfance privilégiée, extrêmement stricte. Son père est médecin anglais, renommé, et il va lui inculquer une vision du monde entièrement rationnelle. Donc le corps, la mécanique du vivant, les organes, rien d'autre. Il n'est pas question d'émotion. Si on parle notamment deux cœurs, un cœur d'un homme et d'une femme, bien qu'ils aient des poids différents, il ne s'agit pas du fait que les femmes soient plus émotionnelles qui expliquerait que le cœur soit plus léger. Donc rien de tout cela. On se concentre uniquement sur le côté cartésien des choses et c'est une pédagogie qui est donc assez dure, parfois violente. Il n'hésite pas à punir son fils, frapper avec une baguette, jamais sur les mains parce que ce sont les outils du chirurgien, mais plutôt sur le visage qui est censé n'être que pour la vanité. Donc l'enfant reçoit rapidement des coups de baguette sur la joue. À l'opposé, sa mère, qui est franco-anglaise, est plutôt douce, chaleureuse, joueuse, et ils vont d'ailleurs souvent jouer aux cartes quand l'enfant a un moment de pause. Malheureusement, elle va mourir lors de l'accouchement du second enfant, William, et Victor, lui, assiste tout cela avec ses yeux d'enfant à cette perte, et il développe une obsession, vaincre la mort. Parce que pour lui, la médecine qui soigne le vivant, c'est pas mal, mais elle reste assez impuissante quand on parle de vaincre la mort. Et donc, cette idée folle va naître en lui, assembler des morceaux de corps humain et créer la vie à partir de la mort. Essayer de jouer à Dieu d'une certaine manière. Quelques années plus tard, on retrouve le même Victor qui a bien grandi, il a entre 20 et 30 ans, et il va faire sa première démonstration à Londres. Il est invité par la faculté royale de médecine
et il va présenter son premier prototype qui est assez glaçant. Donc, il faut imaginer une planche de bois à laquelle est attachée la moitié d'un corps qui est totalement décharné et qui est animé par un système de batterie. Cet être va réagir, va bouger un petit peu, est capable d'attraper une pomme au vol. Tout cela provoque chaos généralisé, la panique presque totale, mais ça ne passe pas inaperçu parce qu'un riche mécène, qui est interprété par Christoph Waltz, va prendre le jeune Victor sous son aile et va le financer. Il voit le potentiel de ses découvertes et va décider de financer ses recherches. La deuxième partie, c'est vraiment l'installation du savant par son mécène. Ils vont s'installer dans un château délabré qui petit à petit va être remis à neuf. On va suivre également certaines parties où l'idée c'est de trouver des corps encore en bonne, pour dire en bonne santé, assez frais, des victimes de guerre sur les côtes assez proches, des condamnés qui viennent d'être exécutés. Il essaye d'assembler tout cela pour faire un tout et créer donc et obtenir sa création. Parallèlement, il retrouve son frère qui lui est sur le point de se marier et il va tomber amoureux de sa future belle-sœur. C'est un amour impossible, elle n'est pas vraiment intéressée. La créature va prendre vie. Si on connaît un petit peu la pop culture, c'est via coup de tonnerre. Donc il y a une tempête qui arrive. Pendant cette tempête, il parvient à canaliser toute cette énergie, à la diriger vers sa créature, à lui donner vie. Mais c'est une créature assez rapidement qui va le dégoûter, qu'il va en fait enfermer même au sous-sol dans des conditions abjectes, qui sera assez rapidement face à l'insalubrité, à l'eau, à l'humidité, au froid. Une bête qui petit à petit essaye de mimer son créateur va apprendre son premier mot, compte énormément, Victor. Il va le répéter sans cesse. C'est à ce moment-là un moment assez intéressant parce qu'on va suivre un scientifique qui a l'impression d'avoir tout accompli et d'avoir même épuisé la science. Il est presque dégoûté par sa propre œuvre. Il se met à la haïr, à la fuir et il va tenter de s'en débarrasser. Ce monstre évidemment va survivre et va donc tenter de comprendre son histoire et d'évoluer par la suite. C'est à ce moment-là qu'en fait le Frankenstein du début revient sur le bateau, parvient à atteindre la cabine du capitaine et va vouloir s'expliquer et conter son histoire. On va comprendre l'espace de temps entre la séparation entre le maître et la créature et le moment où il se retrouve dans la cabine. Donc il y a eu quelques années, des années pendant lesquelles la créature a eu l'occasion d'apprendre le langage, de comprendre le fonctionnement du monde. Il est parvenu à apprendre à penser, à lire, à comprendre et c'est une éducation qui a été faite aussi avec une certaine humanité, étant donné certaines rencontres qu'il a pu faire. Je vais alors m'arrêter là pour l'histoire. J'ai approché cette œuvre peut-être sans enthousiasme, étant donné que je connaissais assez bien l'histoire, ayant lu le livre, également en ayant vu pas mal soit en dessin animé en étant petit, soit des éléments de pop culture. Je ne voyais pas trop l'intérêt de faire un film sur cette œuvre, mais il faut dire que Guillermo del Toro est parvenu à créer une histoire qui tient en haleine, qui n'a pas de scène de trop. Ça, c'est déjà en soi une belle réussite. Et peut-être comme point négatif, l'usage d'effets spéciaux un peu trop prononcé. Donc la scène du bateau au début, on comprend qu'on est au pôle Nord, qu'il fait extrêmement froid. Je trouvais que c'était peut-être un petit peu exagéré sur certains angles. Et puis quelques scènes par après avec un manque de réalisme peut-être sur la présence de l'eau dans l'histoire. Et ça reste une très belle redécouverte, si on peut dire, avec un monstre qui en fait est très humain, plus humain que son créateur. Une belle histoire de compassion et une approche quant à l'apparence de cette créature qui est assez spécifique et bien pensée. J'ai peut-être quelques petites réserves sur le look de la créature. On a entre le fait qu'il a été recousu et en le regardant, on se demande est-ce qu'on voit le maquillage ou est-ce que par défaut on sait qu'il a été masqué. Donc il y a un moment d'hésitation peut-être là-dessus. Le point positif, c'est le fait d'avoir si on peut dire, des patchs de peau qui diffèrent en couleur et qui réagissent différemment au froid. Donc on voit que sa peau est parfois plus bleutée sur certaines parties que d'autres. Et il le raconte lui-même que le flux sanguin est parfois un peu inégal. On comprend aussi cette douleur, cette souffrance de cette créature. Si je comprends, en fait, tu n'es pas trop d'accord avec les critiques, parce que je lisais Ouais. parce que le film a été présenté notamment à la Mostra de Venise, il n'a pas eu de prix, et je lisais les critiques, en fait, on lui reprochait quand même beaucoup de choses à ce film, on disait trop fidèle à l'œuvre, trop long, trop kitsch. Toi, tu n'es pas d'accord avec tout ça, alors? Je m'attendais à pire. J'ai quand même passé un bon moment et je pense qu'il y avait moyen de vraiment rater ce film et l'adaptation. Au final, j'ai quand même été plutôt agréablement surpris. J'ai entre 6 et 7 sur 10 peut-être. Ça valait le coup.
je le recommanderais quand même peut-être. Oui. Ok, très bien, très bien. Je ne dirais pas que c'est peut-être son meilleur. Ça reste un bon moment de cinéma. Changer de sous-catégorie, de parler maintenant de la folie dans le monde des arts. Oui, c'est un peu ça ici avec le film suivant. Il s'agit de Poupée de Michel Hazanavicius qui est sorti en 2022. Alors Michel Hazanavicius, hein, c'est par excellence le réalisateur qui fait un peu des pastiches, hein. On a déjà parlé ici de The Artist, hein, quand il était question de silence. Et bien ici, en fait, on est dans un genre complètement différent. Le film, en fait, commence de manière un peu étrange. Il est en 3 parties. Donc la première partie, on voit dans une espèce de grand bâtiment dans lequel il n'y a plus personne, un peu désaffecté comme ça, un zombie qui s'en prend à une femme, voilà, qui veut la mordre ou quelque chose comme ça. En tout cas, vraiment, voilà, c'est plutôt scène d'horreur, on va dire. Et puis tout d'un coup, le zombie est interrompu par un homme. Apparemment, c'est le réalisateur du film qui dit, mais en fait, non, vous vous plantez complètement dans la scène, ça ne va pas du tout, ça manque d'émotion. Et donc, il s'énerve, il s'énerve. Et puis, bon, ok, donc voilà, on passe, voilà, il s'en va. Et puis, le film continue. Et finalement, l'ambiance devient de plus en plus étrange. Alors qu'on voit comme ça un peu les coulisses du film qui était en train d'être tourné. Ben, il y a des événements, on entend du bruit bizarre, etc. Et finalement, il y a vraiment une attaque qui a lieu en ce moment-là. Et là, on bascule un peu dans l'horreur avec beaucoup de sang et voilà. Vraiment le film de genre. Mais alors, le souci, c'est que ce film vraiment semble complètement bancal, puisqu'à un moment, la caméra semble être projetée sur le sol, puis est reprise. Tout est monté, j'ai oublié de préciser, en une espèce de long plan séquence comme ça. Et comme ça, il y a des raccords qui ont l'air vraiment très, très étranges. On comprend pas tout. Voilà, ça se termine. Deuxième partie du film. Et là, en fait, on reprend la genèse de ce court-métrage qu'on vient de voir, qui a été réalisé. Et là, on voit en fait qu'on a un réalisateur qui s'appelle Rémi Bouillon, qui est interprété par Romain Duris, et qui en fait va chercher un peu, va un peu dire oui, pas à tout, mais en tout cas chercher un peu un film finalement, chercher un peu quelque chose à faire. Et en fait, il se fait contacter par une productrice japonaise pour adapter un film japonais à succès qui doit durer une demi-heure, être tourné en un long plan séquence et être diffusé en direct. Donc, il fait énormément de contraintes. Et bon, il se laisse convaincre là-dedans. Et donc, en fait, on assiste à toutes les réunions pour préparer ce film en question. Et enfin, dans la troisième partie, qu'est-ce qu'on voit? Là, on a les coulisses du tournage. Donc, on voit en fait que si on a vu tous les problèmes, les petites choses qui peut-être n'allaient pas dans le court-métrage qu'on avait vu en première partie du film, et c'est là qu'on va comprendre tout ce qui s'est passé en réalité pendant le film, et y compris même des choses qu'on n'avait pas notées. Donc, ça nous permet d'avoir une deuxième lecture de ce court-métrage qu'on avait vu. Alors, il y a beaucoup d'acteurs assez connus finalement dans ce film, hein. Donc, on retrouve Romain Duris dans le rôle principal, Bérénice Bejo qui joue la femme du réalisateur dans le film et qui doit finalement aussi jouer un rôle dans ce court-métrage, Grégory Gadebois. Alors, pour l'anecdote, j'ai redécouvert en préparant ce film qu'en fait, il y a aussi Raphaël Quenard qui a un tout petit rôle, mais qu'on retrouve quand même dedans. Donc ça, c'est assez amusant. Et alors, c'est assez savoureux parce que bon, moi, je ne suis pas spécialement candidat pour le film de genre, tout l'horreur, voilà. Sauf qu'ici, c'est tourné complètement en dérision, il y a beaucoup d'humour, et donc c'est vraiment poilant, en fait. C'est vraiment ça. Parce que comme c'est tourné avec peu de moyens, la volonté c'est de montrer un film avec peu de moyens. Les effusions de sang sont complètement imaginaires parce que on voit forcément à un moment une hache qui est plantée et puis pouf, on voit des flots de sang qui surgissent comme ça, ce qui est tout à fait impossible. Et voilà, c'est vraiment beaucoup plus drôle que de l'horreur finalement. Et alors pourquoi est-ce qu'il est question de folie ici? Parce qu'en fait, on se rend compte lors du tournage des coulisses que en fait il n'y a rien qui va. C'est une catastrophe complète et les acteurs sont en train de devenir fous, et en particulier le réalisateur et sa compagne. Parce que il avait toujours voulu éviter que sa compagne tourne dans le film parce qu'elle a tendance à prendre ses rôles trop à cœur. Malheureusement, elle doit remplacer quelqu'un qui est malade, parce que ça fait partie des péripéties du tournage, et donc elle va prendre à un moment son rôle très à cœur aussi. Voilà, je vais pas trop en dévoiler, et c'est ce qui fait vraiment tout le charme du film. Ça sombre complètement dans la folie, une sorte de folie collective finalement. Le fait d'avoir comme ça le film en 3 parties, d'avoir un autre regard sur la première, offre vraiment quelque chose de très très intéressant et très savoureux. C'est vraiment
c'est vraiment une bonne recommandation que je pourrais donner. Il ne faut pas s'arrêter au fait que je pense que le film était déconseillé à peut-être des moins de 16 ans, quelque chose comme ça. Parce que je pense que quand il a été diffusé en télé, il ne pouvait pas être diffusé à 1 heure, il ne pouvait pas être diffusé à 20 heures, je pense. Parce que, voilà. Après, c'est pas de la vraie violence. Je veux dire, comme je disais, les effusions de sang, on voit qu'elles sont complètement irréalistes et que ça, voilà, ça peut pas, on peut pas y croire, quoi. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui fait tout, voilà, qui fait tout l'intérêt, qui rend le film vraiment très très chouette à regarder. D'accord. Puis je pense que les jeunes de 16 ans aujourd'hui ont déjà vu quand même pas mal de choses, ne sont pas choqués par un film. Oui, c'est peut-être une recommandation qui est propre. J'avoue, je ne sais pas j'ai pas cherché, mais peut-être une recommandation qui était propre à la diffusion sur des médias comme télé et qu'en salle il n'y avait pas cette recommandation-là, mais c'est l'horreur, mais au second degré, quoi. C'est ça Ouais. qui est important. D'accord, très bien. Puis, pour rester dans le monde de l'art, la septième œuvre du jour, je voulais parler du chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Pour une fois, on fait un saut dans le passé, Et là, assez loin, on retourne à quelque chose de plus classique pour le coup. de très classique. Et d'ailleurs, c'est aussi une œuvre assez courte, donc ça pourrait convenir si on décide de ne pas se lancer dans quelque chose de manière trop intense. Ici, on se retrouve presque directement dans une cage d'escalier avec un jeune homme qui réfléchit et qui est sur le point d'aller frapper à une porte avant qu'il ne se fasse dépasser par un homme un petit peu plus âgé, un vieil homme, une sorte en fait de vieux briscard de la peinture, si on peut dire, qui se qualifie d'expert et que tout le monde qualifie d'expert. Et les deux hommes vont d'un même coup de vent entrer dans cet appartement. Et on va retrouver dans l'appartement un jeune peintre, un peintre qui a un succès assez ascendant. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une certaine discussion assez légère, discussion en partie sur l'art avec différentes techniques artistiques. Le peintre va recevoir une critique constructive du vieux peintre qu'il considère comme un ami et un mentor. Et on a sur le côté cet admirateur qui est un peintre novice qui va s'abreuver de cette discussion jusqu'au moment fatidique où on va demander au vieil homme: qu'en est-il de ta pièce maîtresse, celle sur laquelle tu travailles depuis si longtemps? On va comprendre en fait que ce vieux peintre a une obsession depuis presque 10 ans. Il travaille sur une peinture bien précise, la peinture la plus importante qui va couronner sa carrière. Mais cependant, ce peintre, il lui a toujours manqué quelque chose. C'était un modèle féminin parfait pour compléter cette vision artistique et cette peinture qu'il estime parfaite également. Sans ce modèle, il est impossible de réaliser ce chef-d'œuvre qu'il a imaginé. Heureusement pour lui, ce modèle existe. Le jeune homme, le jeune admirateur qui est rentré par le même coup de vent dans l'appartement, est en couple avec une très belle jeune fille qui accepte de se faire tirer le portrait. Et cette jeune fille va donc jouer le rôle de modèle et les trois hommes se mettent d'accord pour se donner rendez-vous à une date ultérieure et pour permettre au vieil homme de terminer cette peinture. Enfin, un saut de quelques jours dans le futur. La jeune femme n'était pas très certaine de vouloir aider ce vieil homme. Au final, tout le monde se retrouve à l'atelier. Les deux jeunes hommes vont attendre dans le vasistas, dans l'antichambre, tandis que la jeune fille se fait tirer le portrait jusqu'au moment fatidique où l'homme, ce vieux briscard, sort enfin et comblé de joie, il indique que sa peinture est terminée. Il s'écarte, il offre la chance à tout le monde d'admirer cette peinture. Mais là, c'est le drame, la révélation, très loin de ce que ce peintre de talent prétendait. Ce vieil homme va chasser tout le monde de l'appartement, il va se retrouver seul, il va regarder à nouveau cette peinture, étonné, subjugué. Se pourrait-il qu'il ait rêvé de son talent? Que s'est-il passé pendant toutes ces années? Qu'a-t-il fait? Comment est-ce possible de ne pas avoir vu l'impasse vers laquelle il se dirigeait, si on peut dire, et se rendre compte tout d'un coup que sa bulle de folie a explosé. Et je vais m'arrêter là pour ne pas révéler trop sur la fin. Il faudra le lire, ce n'est qu'une trentaine ou cinquantaine de pages. C'est un moment intéressant surtout si on parle de technique de la peinture et puis ce drame artistique qui mêle l'art et la folie. Mais le peintre qui est mis en scène ici, en fait, c'est un vrai peintre. C'est tiré d'une histoire réelle, en fait, ceci. C'est Et Nicolas Poussin, Poussin. Oui. oui, oui, oui. Et ça, Je c'est sais. un vrai peintre, hein. Oui, mais il ne s'agit pas du vieux maître. Nicolas Poussin, c'est le peintre Ah oui, ça n'a rien à voir. qui commence à avoir un peu de succès, si je ne me trompe pas, et puis il est alors entouré de deux autres peintres, Oui. dont je ne me souviens plus du nom.
Ok, ok. Je propose qu'on refasse un bond dans le temps, du coup, puisque là, on était au XVIIe siècle. Enfin, c'est écrit Au 19e. au XIXe, mais donc l'intrigue en elle-même, ici, elle se déroulait plutôt au XVIIe. Oui, c'est Non. bien ça. Bien ça. Et donc ici, on va revenir plutôt à une époque plus contemporaine avec Mud Woman de Joyce Carol Oates. Je sais pas, je pense qu'on a déjà parlé de Joyce Carol Oates dans ce podcast. Moi, ce que je voulais dire, en tout cas, bon, c'est quelqu'un qui écrit énormément, qui a déjà été cité enfin, qui est à chaque fois cité pour le prix Nobel de littérature. Auteur très prolifique, donc on n'a jamais, ce qui me réjouit vraiment, c'est qu'on n'est jamais au bout, parce que je trouve que ce sont des romans toujours extrêmement pertinents et très profonds. Et j'ai l'impression qu'on ne peut jamais, on ne peut pas être déçu en fait par un Joyce Carol Oates. Et donc aujourd'hui, elle a, oui, plus de 85 ans, je pense, et que bah, forcément, il pourra plus y avoir énormément de romans écrits. Et on a tellement écrit qu'on n'arrivera jamais au bout. Donc ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Alors, donc moi, j'en ai déjà lu plusieurs, et c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment des choses finalement très différentes, jamais été déçu. Ici, ça met en scène une femme présidente d'université qui s'appelle Emmer Neukirchen, donc M.R. Donc il n'y a pas de, a priori pas, c'est pas ce que cache ce prénom dans un premier, enfin ces deux lettres, le prénom qui est caché derrière ces lettres dans un premier temps. Alors quelqu'un qui est assez reconnu, qui est apparemment brillante, très intelligente, et voilà, en fait elle va être peu à peu déstabilisée au moment où justement elle doit prononcer un discours devant une assemblée, dans lequel elle a envie de se positionner, peut-être un peu moins prudente que d'habitude, en fait, elle va peu à peu perdre pied. Et dans le roman, on a ainsi plusieurs flashbacks où on voit une très jeune enfant qui est abandonnée par sa mère et plus qu'abandonnée, en réalité jetée dans la boue après avoir été rasée, donc crâne complètement rasé. Et voilà, complètement abandonnée comme ça, au milieu de la nature, dans des marais. On comprend assez rapidement qu'il s'agit effectivement de la même femme, évidemment, qui, dans sa jeunesse, ben, comme ça, a été abandonnée par sa mère et qui en a gardé finalement un trauma qui était un peu caché finalement et qui ressurgit comme ça de manière un peu inattendue, simplement parce qu'elle repasse par des endroits justement voilà, qui lui rappelle finalement de manière inconsciente ce qu'elle a subi étant très jeune. Et donc tout le roman, qui est quand même assez long, hein, je pense, je ne me rappelle plus comme ça, je pense qu'il y a bien 400-500 pages, c'est voir un peu comment, c'est toute une étude psychologique de cette femme, qui est finalement étude psychologique qui est très poussée, j'ai envie de dire, et qui rend le personnage vraiment très vivant. Donc je trouve que Joyce Carol Oates, pour ça, elle excelle vraiment dans la description de ce personnage. Quand on voit vraiment presque les hallucinations qu'elles sont, parce qu'à certains moments, est-ce que c'est vraiment son passé qu'elle est en train de revivre ou est-ce complètement une hallucination? Comment comme ça le passé ressurgit et tout ça est vraiment extrêmement bien écrit. Ça reste évidemment assez exigeant comme roman. C'est clair, assez un peu, enfin, pas très joyeux, ça c'est clair, je ne vais pas dire noir, mais en tout cas, pas évident, intense, voilà, c'est pour dire que c'est plutôt intense. Voilà, à travers finalement, ouais, cette femme qui risque en fait un peu de devenir folle à cause de ce passé complètement refoulé. Et alors, pourquoi aussi, en fait, voilà, elle a du mal, en fait, avec sa vie actuellement? Ben, c'est parce que, justement, elle doit aussi faire face à une vie professionnelle assez intense, vie dans laquelle elle est, ben, en tant que présidente d'université, forcément, elle est soumise à des pressions. Et dans cette vie professionnelle, elle est finalement assez seule. Elle a un amant secret, mais qui ne va pas l'aider, qui va être finalement assez absent. Et voilà, ça ne l'aide pas forcément. C'est cette solitude, en fait, et ce besoin, en fait, de montrer, de renvoyer une image, d'être toujours parfaite, parce que forcément, comme c'est la première femme, si je me souviens bien, à être présidente de cette université-là, ben, elle est un peu attendue au tournant. Et donc, voilà, ça ajoute à la pression. Et voilà, elle est très seule finalement dans cette vie. Donc c'était voilà, c'est très brillant, je trouve. Je le répète, hein, mais parce que je pense que Joyce Carol Oates est une autrice majeure de notre époque. C'est très brillant dans cette description, voilà, psychologique de ce personnage. On accède vraiment à toute son intimité. Oui. Est-ce que tu recommanderais d'autres livres? Moi, Tu en as lu quelques-uns? Ouais, j'avais déjà lu Les Chutes, que j'avais beaucoup aimé. J'ai lu, oui, donc ça, Les Chutes, ça c'était vraiment bien.
Et alors plus récemment, ça c'est tout à fait étonnant parce qu'en fait elle a aussi écrit pour la jeunesse. Alors je n'ai pas lu le livre pour la jeunesse, il faudrait que je retrouve, en fait c'est le titre exact. Elle est très connue surtout pour le roman Blonde qui retrace un peu la vie de Marilyn Monroe qui a été aussi adapté, je ne sais plus si c'est en série ou en film. Donc ça c'est, voilà, elle est vraiment pour celui-là, c'est un de ses considéré comme un de ses romans majeurs, mais je ne l'ai pas lu, donc ça je ne peux pas en donner un avis. Et alors pour le roman jeunesse, j'essaye de retrouver le titre. Voilà, ça s'appelle Nul et grande gueule. J'étais surpris que ce soit pour la jeunesse parce que finalement il est paru chez Folio, pas du tout Folio Junior, quoi, donc dans les poches classiques, on va dire. Et quand je disais que c'est toujours brillant et toujours pertinent, donc là forcément on a une histoire un peu plus simple qui se passe dans un collège ou un lycée, donc on est vraiment chez des jeunes. Mais la manière dont est traité le rejet dont font l'objet un peu les personnages, les pressions qu'ils subissent, etc., de la part des autres élèves, la façon dont c'est ancré dans son époque, ça j'ai oublié de le dire d'ailleurs sur Mud Woman, il y a aussi, il est de manière très, très subtile et sans en faire vraiment un sujet du roman, en fait on évoque aussi un peu les attentats du 11 septembre, la guerre en Irak que les États-Unis ont menée. Donc en fait, c'est aussi un contexte en fait qu'on retrouve dans Mud Woman et qui ancre dans son époque, ça c'est sûr, ce qui rend le roman aussi très pertinent. Et dans le cadre, pour revenir à Nul et grande gueule, le roman jeunesse, on a aussi comme ça des éléments. Donc non seulement elle excelle dans la description des personnages, dans les ressentis, et là donc ce sont des jeunes, donc même si le roman La jeunesse, Nul et grande gueule est sorti en 2002, donc elle était plus du tout jeune, mais c'est, je trouve, très très juste dans la description du ressenti, dans les relations entre les personnages. C'est très juste et en même temps très actuel. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une autrice très 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 brillante. J'en ai pas encore lu assez pour en faire toute une analyse, toute l'exégèse de son œuvre, mais ça, voilà, je suis persuadé que tout vaut la peine d'être lu. Ah ouais, hein, ça m'a envie, donc j'essaierai de me lancer aussi, peut-être encore cette année, à voir. Et puis alors, pour le suivant, si on parle toujours de questions de mémoire, là, je souhaiterais parler d'un film qui va parler de l'ennui, de la richesse, en partie de la mémoire aussi, le tout enrobé d'une certaine quantité de folie, avec Les Tourmentés de Luca Belvo. Et j'ai eu l'occasion de le voir, justement, et on retrouve par exemple Ramzy Bedia, que j'apprécie fortement parce que je le connais surtout pour ses rôles aux côtés de Eric Judor, notamment dans la série H, une série qui vraiment les a fait connaître. Mais dans ce film ici, c'est plutôt une note plus sombre, avec aux côtés de Ramzy Bedia, Niels Schneider, Lindan Pham, qui va jouer le rôle de Madame, et Déborah François. Alors, pour l'intrigue du film, tout tourne autour de cette femme. On va appeler uniquement Madame pendant l'entièreté du film. C'est une riche bourgeoise, on l'imagine multimillionnaire. Elle vit dans un domaine qui est plutôt isolé, avec un confort extrême. Elle est passionnée de chasse, mais terriblement ennuyée. Elle est veuve depuis quelques années. Peu à peu, on va comprendre et découvrir son histoire. Elle est enfant pauvre dans ce qu'on imagine être le Vietnam à l'époque. Elle a été adoptée ou achetée dans une zone d'ombre assez perverse là-dessus par un homme qu'elle rencontre lors d'un voyage, une transaction très douteuse. Ils finissent par se marier et puis cet homme va mourir lors d'un accident de chasse. Donc, c'est pas vraiment un spoiler, on apprend les choses assez rapidement, mais le doute va toujours planer. Cette zone va rester grise pendant l'entièreté du film. Et elle est passionnée de chasse et la preuve en est que sa maison est truffée de trophées. Donc, elle a chassé l'éléphant, le lion, plein d'autres animaux. Ce qui lui manque vraiment maintenant, c'est un nouveau défi. Et elle emploie Max, qui est joué par Ramzy Bedia. C'est un peu son homme à tout faire. Il entretient le domaine, il fait la cuisine, les courses, les réparations. C'est un ancien légionnaire et il est d'ailleurs très heureux de mener une vie maintenant plus confortable, mieux payée, sans le stress, avec un accès à une culture qui lui était auparavant inaccessible. Madame va d'ailleurs l'encourager à s'élever intellectuellement et c'est vraiment quelque chose qu'il apprécie. Et puis un jour, elle va lui demander de lui trouver un nouveau défi, un gibier humain. Max pense presque directement à Skander, qui est joué par Niels Schneider, qui est un ancien compagnon de Légion. Skander, lui, il a très mal vécu son retour à la vie civile.
il est presque à la rue, éloigné de sa compagne et des enfants, il les voit à peine. Il essaye de tenir bon, mais on voit clairement qu'il sombre et qu'il a la vie extrêmement dure. Mais cette arrivée de Max apparaît presque comme un miracle. Les deux hommes vont se rendre directement après un relooking, ils vont se rendre chez la madame pour discuter de l'offre et des conditions. Skander va négocier pour faire en sorte de ne pas se faire piéger. Donc, il va y avoir une discussion dans un certain contrat sur cette chasse. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est que madame va prendre en chasse cet ancien légionnaire dans des conditions bien précises. Il y aura un délai de préparation, un terrain de chasse bien délimité. Ce sera dans une forêt roumaine, un espace immense de 25 acres, avec plusieurs grottes. Madame pourra chasser avec uniquement un fusil et 2 chiens. Le gibier lui-même n'aura pour se défendre que ce qu'il trouvera sur place, presque comme un animal. Et alors va commencer une longue phase de préparation, entraînement physique, étude du territoire. On pourra profiter de quelques zones boisées, de beaux paysages sur des grands plans, avec une sorte de duel à distance qui s'installe. Et d'ailleurs, quelque chose que cet ancien légionnaire va vraiment prendre à cœur de mener à bien. L'intérêt, c'est que le film va nous apporter quelques flashs. On ne sait pas s'il s'agit de flashback, de flash-forward sur la situation entre le gibier et la proie. C'est assez difficile de distinguer le réel du fantasmé. Et en parallèle de tout cela, Skander donc, vient de recevoir une grosse somme d'argent et va décider de la dilapider pour se racheter vis-à-vis de sa femme et de ses enfants. Donc, il va vraiment les gâter et il va s'acheter un nouveau domaine en province, dans la forêt, qu'il va retaper. Les semaines passent et il donne l'impression d'avoir presque oublié ce moment fatidique qui va arriver. Je m'arrête là à nouveau pour ne pas trop délivrer sur la suite du film. J'ai trouvé que la fin laissait malheureusement un peu, pouvait nous laisser sur notre faim. D'un point de vue critique, le casting pour le rôle de Madame, je dirais qu'il est plutôt raté. J'ai vu que c'était quelqu'un qui manquait d'émotion, qui me donnait l'impression de surjouer avec un timing, des répliques parfois approximatifs. Certaines scènes me semblaient également plutôt mécaniques, presque robotisées. Pour ceux qui verront le film, il y a une scène où elle va parler des détails du contrat et traverser la pièce et allumer une lampe à chaque fois. Pour quelle raison? Je me pose toujours la question. Bon, je suis parvenu à passer à autre chose, évidemment, mais je n'ai toujours pas compris l'intérêt de cette scène. Et le rôle de Ramsey en lui-même, de beaux moments avec un peu plus de profondeur, mais on avait l'impression parfois qu'il se retenait, qu'il jouait un peu avec le frein à main. Donc, parfois il est très juste, parfois ça sonne un peu plus creux ou moins naturel. Mais de manière générale, j'étais plutôt déçu par le film. Je pense qu'il y avait quand même un intérêt à ce que la chasse en elle-même ait lieu. Ici, ça a été un petit peu laissé sur le côté. Donc l'idée de départ était excellente. Le potentiel, au final, ça retombe un peu à plat. Donc j'aurais dit que cette tension retombe et le film finit plutôt comme une sorte de camouflet. Je suis resté sur la fin au final. D'accord. Et apparemment, Lucas Bellevaux qui a réalisé, c'était une adaptation de son propre livre, un roman qui s'appelait aussi Les Tourmentés. Ça, je ne savais pas. Ah oui. Tu me l'apprends, je n'étais pas au courant. Bah écoute, je ne savais pas non plus parce que j'avais vu, j'avais suivi la sortie du film puisque c'est assez récent, hein. Il est sorti, je crois que c'est en septembre, quelque chose comme ça, donc c'est en 2025, donc c'est assez récent. Mais très bien, mais moi pour terminer, je vais rester aussi avec un film de 2025 qui est sorti quelques semaines après Les Tourmentés. Donc il s'agit de The Last Viking d'un réalisateur qui s'appelle Anders Thomas Jensen. Donc c'est un film, alors c'est renseigné comme une comédie suédo-danoise. Je dois reconnaître, tiens, en parlant ici, que je ne sais pas si c'était tourné en danois ou en suédois. J'imagine en danois puisque c'est avec Mads Mikkelsen. Voilà, mais donc de quoi il est question ici? En fait, on a tout d'abord un homme qui s'appelle Anker qui débarque dans l'appartement où son frère et sa sœur vivent. Il vient en fait de réaliser et de réussir un braquage de banque, il faut planquer de l'argent, mais il a la police à ses trousses et donc il jette un peu un sac avec de l'argent à son frère et il lui dit va cacher ça, de toute façon moi je vais être pris, on est à ma poursuite, donc, mais surtout souviens-toi bien où tu vas cacher ça parce que quand je sortirai de prison, je reviendrai pour récupérer cet argent. Il se fait effectivement arrêter. 15 ans passent et il revient trouver son frère en lui demandant mais maintenant viens me montrer où tu as caché l'argent. Alors le seul problème c'est que son frère Manfred, qui est interprété par Mads Mikkelsen, semble un peu fou. Il avait déjà
semble-t-il, un petit problème 15 ans auparavant. Comme on n'est pas resté très longtemps, les premières scènes sont assez courtes, on ne perçoit pas tout, mais on voit qu'il est déjà un petit peu dérangé. 15 ans plus tard, ça s'est vraiment empiré. Désormais, il se prend pour John Lennon et donc il refuse même de répondre à tout autre. Si on l'appelle pas John, en fait, il se tape la tête contre le mur. Voilà, se sent pas bien du tout et son frère sorti de prison ne supporte pas, n'a plus aucune patience et est même un peu violent d'ailleurs, doit essayer absolument de le faire retrouver ça. Alors l'argent apparemment a été planqué à proximité de leur maison d'enfance qui est un peu dans la forêt, une petite clairière de la forêt, une maison toute en bois comme ça, décor presque onirique, faussement onirique d'ailleurs, car l'argent qui a été enterré dans les environs de cette maison, en fait, c'est pas la seule chose qui va être déterrée là. On va comprendre petit à petit que les frères et la sœur, puisque c'est 3 enfants, cachent des secrets familiaux. Et au-delà en fait de toute la folie, de tout le côté un peu humoristique de ce Manfred qui se prend pour John Lennon, il y a en fait quelque chose qui se passe et quelque chose qui s'est passé en tout cas. Ce qui est vraiment intéressant dans ce film, je trouve, c'est que ça commence un peu comme une comédie loufoque. Moi, j'étais persuadé que ça allait devenir complètement foutraque, puisque oui, il se prend pour John Lennon et donc on va virer dans une pantalonnade. Je vais pas dire le grand n'importe quoi, mais voilà, quelque chose comme ça de volontairement, en tout cas, déjanté. En fait, pas du tout. On a quelque chose, en fait, la folie, en fait, qui est dépeinte à travers les traits du personnage interprété par Mads Mikkelsen, elle n'est pas gratuite. S'il en est arrivé là et si son état a d'ailleurs empiré en 15 ans, c'est pas pour rien. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Donc le film allie comme ça plusieurs genres et c'est en cela que je trouve que c'est original et complètement inattendu. On a un registre de comédie, on a un registre, pas dire d'horreur, mais un peu trash à certains moments quand même, parce qu'il y a un peu de violence et on ne voit pas tout, mais il y a quand même certaines choses qui se passent. Et on a un côté, oui, donc recherche du passé et même de l'émotion sur la fin. Donc ça, c'est assez déroutant, mais en même temps, je trouve que ce mélange de tons est vraiment très très bien réussi. Alors moi, je connais pas le cinéma de Anders Thomas Jensen, qui est le réalisateur du film. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire, mais j'ai trouvé qu'ici, en tout cas, c'était vraiment très très bien réussi. Et j'étais vraiment ce qui est rare, très surpris en fait par le film et la façon dont j'étais emmené au fur et à mesure que ça avançait. Oui, moi, ça me donne vraiment envie de le voir. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Et j'en ai pas trop révélé, hein, du coup, comme ça, Non, franchement, sur c'est vrai. j'ai fait justement exprès parce que comme c'est inattendu, il faut vraiment pas trop en dire. Là, ce que j'ai expliqué, c'est vraiment les premières scènes du film, et puis au-delà, il va se passer plein de choses. D'accord. Et d'ailleurs, tu parlais du Danemark, de la Suède. Moi, j'aurais été prêt à parier qu'il était de Suède, d'ailleurs, Mads Mikkelsen. Mais c'est vrai que son nom ne termine pas en son. Donc, c'est peut-être ce Les sera clichés. ma faute au final. Très bien. Et puis, Il est assez étonnant d'ailleurs, parce que tu parles de lui justement, parce que bon, moi je l'ai vu finalement, il tourne beaucoup, parce que ce qui est intéressant aussi, lui, c'est qu'il tourne vraiment dans parfois les grosses productions américaines, parce que je pense aux Animaux Fantastiques, hein, la franchise dérivée d'Harry Potter. Je pense à Drunk, le film aussi, où là on est plus dans du cinéma d'auteur, on va dire. On l'a vu aussi dans un James Bond, si je ne me trompe pas. Donc, il joue dans des choses vraiment très très différentes. Il a une palette de jeux vraiment très très étendue. Je trouve que c'est chouette de suivre des acteurs comme ça. Et en plus, un acteur danois, parce que finalement, et ici c'est un film danois, donc comme je sais, c'est tourné en danois aussi. C'est bien que ça arrive chez nous, parce que sinon c'est un cinéma. Je pense que sans Mads Mikkelsen, le film tout simplement il ne sort pas en salle chez nous. Enfin, en Belgique en tout cas et en France, je doute. Sans lui, le film, je pense, ne nous parviendrait pas. Donc ça, c'est chouette aussi de découvrir comme ça un cinéma qui nous serait totalement inconnu sans sa présence à lui. oui, d'accord. Bon, c'est un projet passion, sûrement. Et puis, est-ce que tu savais qu'il avait un frère, Lars Mikkelsen? Ah non? Alors, tu vas peut-être le reconnaître parce qu'il a joué. J'en parle parce que je l'ai vu à nouveau dans Frankenstein, il jouait. Ah, Et ok. tu le reconnaîtras sûrement parce qu'il jouait le président russe Petrov dans House of Cards. Ah oui, Et il ah a oui, oui, oui. aussi joué dans Ah oui, Witcher. oui, Et et moi d'autres. je l'ai surtout vu dans la série Sherlock aussi. Ah, Il d'accord. a un rôle dans un épisode de la saison 3, je pense dans le dernier épisode de la saison 3. D'accord. Donc Ah oui, oui, ok. Ah c'est en oui, fait je le ne grand savais pas. frère de Mats. Ok, ok. Donc oui, je ne sais pas s'ils ont joué ensemble. Ça, par contre, je me pose la question là maintenant. Ben oui. Et dans Borgen, peut-être que tu connais la série Borgen. Oui, mais j'ai pas vu, donc ça je l'ai pas vu Euh, là-dedans.
Ouais, que je connais que de nom, mais il joue apparemment la danse. Très bien. Et bien voilà, on termine donc l'épisode sur la folie. Moi, de mon côté, je sens qu'il y a du potentiel pour faire un deuxième épisode. On en parlera peut-être d'ici quelques mois. Il faudra qu'on se mette d'accord. Mais j'ai encore pas mal de choses à dire, mais on en rediscutera. Merci beaucoup, Thib, et puis à la prochaine. Oui, à la prochaine. Salut Max. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.